Et si je vous disais que ce vent du sud, que tout le monde attend comme le Messie en fin d'hiver, est en réalité le piège parfait pour rentrer bredouille? Bonjour à tous. On a tous entendu cette phrase. Ah, le vent tourne au sud, ça va mordre. C'est ancré dans nos têtes, une vérité transmise de génération en génération. Mais la vérité, c'est que cette croyance est souvent la cause de vos plus grosses déceptions. Aujourd'hui, on va démonter un des plus grands mythes de la pêche de la perche. Je vais vous montrer pourquoi ce changement de météo, que vous pensez être votre allié, change radicalement le comportement des poissons et, surtout, leur emplacement. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler la raison pour laquelle la plupart des pêcheurs se trompent et comment une simple observation peut transformer une session ratée en une pêche mémorable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour commencer. Pour vous, vent du sud en hiver, c'est jackpot ou galère assurée? J'ai hâte de lire vos réponses. Pour bien comprendre le problème, il faut revenir à la base. Pourquoi cette idée du vent du sud est-elle si populaire? C'est simple et logique en apparence. En fin d'hiver, l'eau est glaciale. Un vent du sud amène de l'air plus doux, parfois de la pluie, et une baisse de la pression atmosphérique. En théorie, ce cocktail est censé réchauffer la surface de l'eau et activer le métabolisme des poissons, les poussant à se nourrir. L'habitude, c'est donc de se précipiter sur la berge qui prend le vent en pleine face. On imagine que le vent pousse les eaux de surface, plus chaudes, et avec elles, le plancton et les petits poissons fourragent. Les perches, logiquement, devraient suivre le garde-manger. C'est un schéma simple, presque mécanique, que l'on applique sans réfléchir depuis des décennies. Mais la pêche, ce n'est pas une science exacte, et la nature est bien plus complexe. Ce raisonnement ignore un facteur crucial en fin d'hiver, l'inertie thermique de l'eau. Alors, commençons par le mythe numéro 1. Le vent du sud réchauffe l'eau. Oui, mais comment? Il ne réchauffe pas toute la colonne d'eau d'un coup. Imaginez un glaçon dans un verre. Si vous soufflez de l'air tiède dessus, seule une infime pellicule à la surface va fondre. Pour un lac, c'est pareil. Après des semaines de gel ou de température très basse, la masse d'eau est froide, dense et stable. Le vent du sud, même s'il souffle pendant un jour ou deux, ne va réchauffer qu'une fine couche en surface, de quelques dizaines de centimètres tout au plus. Les pêcheurs voient le thermomètre extérieur monter, ils sentent la douceur sur leur visage, et ils pensent que les poissons ressentent la même chose au fond. C'est une projection purement humaine. Le poisson, lui, vit dans un monde où les changements sont beaucoup plus lents et où la stabilité est souvent synonyme de sécurité et de confort. Cette petite couche d'eau de surface, légèrement plus chaude, est une illusion de confort qui nous trompe complètement. Cette illusion nous mène directement à la réalité physique du plan d'eau. Il faut comprendre ce qu'on appelle la stratification thermique. L'eau n'a pas la même densité selon sa température. L'eau la plus dense se situe autour de 4 degrés Celsius. En fin d'hiver, la majorité de la colonne d'eau est très froide, souvent en dessous de ces 4 degrés. L'eau de surface, réchauffée par le vent du sud, devient plus légère. Elle ne se mélange donc pas facilement avec l'eau froide et dense du fond. On obtient deux couches distinctes, comme de l'huile sur du vinaigre. La couche supérieure est instable, soumise aux vagues et aux courants créés par le vent. La couche inférieure, elle, reste un havre de paix, un environnement stable où la température ne varie quasiment pas. Pensez à ça, un gros poisson, une belle perche, cherche avant tout à économiser son énergie. Pourquoi quitterait-elle sa zone de confort stable pour une zone de surface turbulente et à la température fluctuante? La réponse est simple, elle ne le fait pas, ou du moins, pas comme on l'imagine. Maintenant, parlons du poisson fourrage. C'est là que le piège se referme. Les petits poissons, les ablettes, les gardons, sont bien plus sensibles aux micro-changements. Leur métabolisme est plus rapide. Ils sont attirés par le plancton qui, lui, profite de la lumière et de la légère hausse de température en surface. Donc oui,
le vent du sud va bien concentrer le petit fretin sur la berge exposée. Vous allez voir des chasses, de l'activité. Vous allez peut-être même attraper quelques petites perches opportunistes, ces jeunes poissons qui suivent le mouvement sans trop se poser de questions. Et c'est là que vous vous dites « J'ai raison d'être ici. Les grosses ne vont pas tarder. » Mais c'est une erreur. Vous êtes en train de pêcher les miettes du festin, pendant que les vrais poissons trophées sont ailleurs, en train de vous regarder vous agiter pour rien. Ils attendent que la nourriture vienne à eux d'une manière plus efficace et moins énergivore. La perspective d'une grosse perche est totalement différente. En fin d'hiver, elle sort d'une longue période de léthargie. Ses réserves d'énergie sont au plus bas. Chaque mouvement est calculé. Sa priorité absolue est la conservation de l'énergie. Monter dans une couche d'eau agitée où la température change constamment pour chasser de petites proies qui bougent vite, c'est un très mauvais calcul énergétique. C'est comme si on vous demandait de faire un sprint de 100 mètres pour attraper une seule cacahuète. Ça ne vaut pas le coup. La grosse perche préférera rester dans sa zone de confort, en profondeur, là où la température est stable et où elle se sent en sécurité. Elle attendra une opportunité bien plus rentable. Elle sait que la nature finira par lui amener la nourriture sans qu'elle ait à fournir un effort démesuré. C'est un prédateur d'expérience, pas un jeune fou. Ce qui nous amène à l'erreur monumentale, celle que je vois faire sur tous les plans d'eau. Le vent du sud se lève et que se passe-t-il? 10, 20, parfois 30 pêcheurs se massent sur la même berge, celle qui prend le vent de face. Tout le monde lance face aux vagues, en se disant que le poisson est là, juste devant. On utilise des leurres qui brassent de l'eau, des crankbaits, des spinners, pour se faire remarquer dans le tumulte. On pêche vite, on pêche agressivement. C'est la pensée collective à l'œuvre. Si tout le monde le fait, c'est que ça doit être la bonne solution. Mais la pêche récompense souvent ceux qui pensent différemment. Pendant que tout le monde s'entasse sur cette berge, des zones immenses du plan d'eau, bien plus stratégiques, sont complètement désertées. Et c'est dans ces zones que se trouve la clé. Je me souviens d'une sortie qui a tout changé pour moi. C'était il y a quelques années, fin février. Un vent du sud a décorné les bœufs. Comme tout le monde, j'ai commencé sur la rive exposée. J'ai insisté pendant 3 heures. Résultat, 2 petites perches. J'observais les autres pêcheurs et c'était le même constat pour eux. La frustration montait. Et puis, j'ai eu un déclic. J'ai regardé de l'autre côté du lac. C'était calme, presque mort. L'eau était lisse comme un miroir. Personne n'y pêchait. L'instinct grégaire me disait « N'y va pas, s'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a rien à prendre. » Mais la raison me disait « Ce que tu fais là ne marche pas. Tente l'opposé. » J'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour du lac. Ce que j'ai découvert ce jour-là a changé ma façon de pêcher pour toujours. Ce que j'ai découvert, c'est le secret de la rive abritée, la lee shore, comme disent les anglo-saxons. La rive que tout le monde ignore. Pourquoi est-elle si intéressante? Premièrement, la stabilité. L'eau y est beaucoup plus calme. La fameuse couche d'eau de surface, légèrement réchauffée, n'est pas brassée dans tous les sens. Elle peut s'installer plus durablement. La visibilité y est bien meilleure, car le vent ne soulève pas les sédiments du fond. Pour un prédateur comme la perche, qui chasse beaucoup à vue, c'est un avantage énorme. Elle peut se poster et observer tranquillement, sans être ballottée par les vagues. Elle est dans un environnement contrôlé, où elle domine la situation. C'est tout le contraire de la rive exposée, qui est un véritable chaos aquatique. On passe d'un environnement stressant à un environnement de chasse idéal. Mais il y a un phénomène physique encore plus intéressant qui se produit sur cette rive abritée. Le vent, en poussant l'eau de surface vers la rive exposée, crée un courant de retour en profondeur. C'est un peu comme l'eau dans une baignoire. Si vous poussez l'eau d'un côté, elle doit bien revenir par en dessous.
Ce courant de retour, très lent et subtil, va longer le fond depuis la rive exposée vers la rive abritée. Et que transporte-t-il? Des nutriments, des larves, des débris organiques et surtout des petits organismes qui cherchent à fuir le tumulte de la surface. Ce courant de fond agit comme un tapis roulant qui amène un buffet directement à la porte des grosses perches postées sur les structures de la rive calme. Elles n'ont même plus besoin de bouger. Le restaurant livre à domicile. Vous comprenez la différence de calcul énergétique? Alors, maintenant, où chercher précisément sur cette rive abritée? Ne vous contentez pas de lancer au hasard depuis le bord. Les perches ne seront pas forcément collées à la berge. Elles vont utiliser les structures comme point d'affût. Cherchez les cassures, les tombants. Le vent a poussé l'eau contre la rive exposée, ce qui a légèrement élevé le niveau de ce côté. De l'autre côté, sur la rive abritée, le niveau est très légèrement plus bas. Les poissons vont souvent se poster juste au bord de la première grande marche, là où ils peuvent décontrôler à la fois les zones peu profondes et l'accès aux profondeurs pour se mettre en sécurité. Un arbre immergé, une pile de pont, un enrochement, tout ce qui casse la monotonie du fond devient un aimant à poissons. C'est là qu'elles attendent, calmes, que le tapis roulant leur amène le repas. On doit aussi parler de la pression atmosphérique. C'est un élément fondamental que beaucoup de pêcheurs confondent avec l'effet du vent. Le vent du sud est souvent associé à une dépression, donc à une baisse de la pression atmosphérique. C'est cette baisse de pression qui est le véritable interrupteur. Elle agit sur la vessie natatoire des poissons et leur signale qu'une période de changement météorologique arrive, ce qui est souvent synonyme d'opportunités alimentaires. Donc, le poisson est bien activé. Il a envie de manger. Le problème, c'est qu'on interprète mal où il va aller manger. On pense qu'il va suivre le vent, alors qu'en réalité, il va juste se déplacer vers la meilleure zone de chasse disponible en fonction des conditions. Et comme on l'a vu, la meilleure zone, la plus rentable, est souvent du côté calme. Voilà le grand paradoxe. Le signal est bon, mais l'emplacement est mauvais. La météo vous donne le feu vert pour aller à la pêche. La baisse de pression met les poissons en appétit. Mais votre GPS interne de pêcheur, formaté par des années de « il faut pêcher face au vent », vous envoie dans la mauvaise direction. C'est un peu comme si on vous disait qu'un super restaurant vient d'ouvrir en ville, mais on vous donnait la mauvaise adresse. Vous avez faim, vous êtes motivé, mais vous vous retrouvez devant une porte fermée. Pour la pêche, c'est pareil. L'envie de mordre est là, mais les poissons ne sont pas là où vous les cherchez. Le véritable changement de stratégie, c'est de dissocier le signal, la météo, de la localisation, l'instinct. Alors, concrètement, comment on pêche cette fameuse rive abritée? Oubliez les leurres de réaction bruyants et agressifs. L'eau est plus claire, les poissons sont plus calmes et observateurs. C'est le royaume de la pêche finesse. Des montages comme le drop shot, le Ned rig ou un simple shad sur une tête plombée légère sont parfaits. L'objectif n'est pas de provoquer une attaque réflexe dans le chaos, mais de présenter une proie facile et naturelle à un prédateur en position de chasse. Laissez votre leurre descendre lentement le long des cassures. Faites des pauses très longues. Parfois, la touche intervient après 10 ou 15 secondes d'immobilité. Il faut s'adapter au rythme du poisson. On passe d'une pêche de bourrin sur la rive exposée à une pêche de chirurgien sur la rive abritée. C'est un tout autre état d'esprit. Pour vous donner une image claire, imaginez la scène suivante. D'un côté du lac, vous avez un festival de musique avec du bruit, de la foule, des lumières qui clignotent. De l'autre côté, vous avez un restaurant gastronomique, calme, avec un service impeccable. Les jeunes poissons, les ados, vont peut-être aller au festival pour grignoter un hot dog. Mais les poissons adultes, les spécimens, préféreront le calme et l'efficacité du restaurant. En pêchant la rive exposée, vous pêchez dans le festival. En pêchant la rive abritée, vous vous attablez au restaurant des gros poissons. C'est une métaphore, bien sûr, mais elle illustre parfaitement la différence d'ambiance et de stratégie à adopter.
Vous devez choisir quel type de clientèle vous voulez cibler. Un autre avantage de la rive abritée, c'est le confort de pêche. C'est un détail, mais il a son importance. Pêcher pendant des heures avec un vent fort dans la figure, c'est épuisant. Ça refroidit, ça rend les lancers difficiles. On a du mal à contrôler sa bannière et à sentir les touches. On est moins concentré, moins efficace. Sur la rive abritée, vous êtes protégé. Vous pouvez pêcher plus longtemps avec plus de précision. Votre concentration est à 100% sur votre ligne et sur ce qui se passe sous l'eau. Un pêcheur confortable est un pêcheur plus performant. Ne sous-estimez jamais l'impact des conditions sur votre propre capacité à bien pêcher. Parfois, choisir la facilité, c'est aussi choisir l'efficacité. Comment vérifier cette théorie sur votre propre plan d'eau? C'est très simple. La prochaine fois que la météo annonce un vent du sud soutenu en fin d'hiver, ne faites pas comme d'habitude. Préparez un plan d'attaque. Repérez à l'avance sur une carte là où les rives qui seront abritées. Identifiez sur ces rives des structures potentielles, des pointes rocheuses, des anses, des arrivées d'eau, des hauts fonds proches de zones profondes. Commencez votre session par 1 heure sur la rive exposée pour voir. Faites le test. Si vous ne prenez rien ou seulement des petits poissons, n'insistez pas. Prenez votre courage à 2 mains, ignorez les autres pêcheurs et allez explorer l'autre côté. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on fait les plus belles découvertes. Cette logique ne s'applique pas seulement au lac. En rivière lente ou en fleuve, le principe est similaire. Le vent va créer un courant de surface qui peut être différent du courant principal. Cherchez les zones amorties, les contre-courants créés par des piles de ponts, des épis ou des îles. Ce sont des zones où la nourriture va se déposer et où les poissons peuvent se poster à l'abri du courant dominant tout en profitant des opportunités. Le vent du sud va activer les poissons, mais ils ne vont pas forcément remonter en pleine veine d'eau pour chasser. Ils utiliseront les zones de calme relatif comme des postes de chasse stratégiques. L'analyse est la même. Où un prédateur peut-il se nourrir avec un minimum d'effort? La réponse est rarement en plein milieu de la machine à laver. Il est important de nuancer. Est-ce que cette règle est vraie à 100% tout le temps? Non, la pêche ne serait pas aussi passionnante si c'était le cas. Il peut y avoir des exceptions. Sur des plans d'eau très peu profonds, l'eau peut se réchauffer et se mélanger plus rapidement, et la rive exposée peut devenir temporairement productive. Mais sur la grande majorité des lacs et des étangs d'une profondeur correcte, la physique de l'eau est implacable. La stratégie de la rive abritée est celle qui vous donnera les résultats les plus constants et qui vous permettra de cibler les plus gros sujets. C'est une règle de base, un point de départ pour votre réflexion, pas un dogme absolu. Le meilleur conseil reste toujours d'observer l'eau et de s'adapter. Cette approche change aussi votre lecture de la météo. Avant, vous regardiez la direction du vent pour savoir sur quelle rive aller. Maintenant, vous allez regarder la direction du vent pour savoir sur quelle rive ne pas aller, ou du moins, ne pas commencer. Vous allez utiliser la météo non plus comme un guide, mais comme un indice pour une stratégie de contournement. C'est un changement de paradigme complet. Vous ne subissez plus la météo, vous l'utilisez à votre avantage, mais d'une manière plus fine, plus réfléchie. Vous passez du statut de pêcheur qui suit la foule à celui de stratège qui analyse le terrain et prend des décisions basées sur la logique et l'observation, pas sur les ondites. Pensez aussi à la pression de pêche. Comme je le disais, 99% des pêcheurs vont se concentrer sur une petite portion du plan d'eau. Cette zone va être martelée de leurres. Les poissons vont devenir méfiants, voire se déplacer pour fuir le bruit et l'agitation. Pendant ce temps, sur la rive abritée, vous êtes seul. Les poissons n'ont pas vu un leurre de la journée. Ils sont calmes, en confiance et en position de se nourrir. Vous arrivez avec une approche discrète et une présentation naturelle. Vos chances de déclencher une attaque sur un beau poisson sont démultipliées. Vous ne pêchez pas seulement au bon endroit,
Vous pêchez aussi sur des poissons qui n'ont aucune raison de se méfier. C'est un double avantage absolument énorme. En résumé, le vent du sud en fin d'hiver est un formidable déclencheur, mais un très mauvais indicateur de direction. Il met les poissons en appétit, mais il les concentre rarement là où on le pense. La clé est de résister à l'envie de suivre la masse et de faire confiance à la logique. La stabilité, la clarté et l'apport de nourriture par les courants de fond font de la rive abritée la zone la plus stratégique. C'est là que les gros poissons économes en énergie vont se poster pour intercepter les proies. Alors la prochaine fois, au lieu de lutter contre les éléments, utilisez-les intelligemment. Laissez le vent travailler pour vous en concentrant les autres pêcheurs d'un côté, pendant que vous explorez tranquillement les zones les plus productives de l'autre. Donc, pour conclure, le vrai tournant, ce n'est pas le vent qui passe au sud. Le vrai tournant, c'est dans votre tête. C'est d'arrêter de suivre aveuglément des règles établies il y a 50 ans et de commencer à réfléchir à ce qui se passe réellement sous la surface. Le moment Eureka, c'est de comprendre que le signal d'alimentation, qui est bien réel avec la baisse de pression, et la zone de confort des grosses perches sont deux choses totalement différentes en fin d'hiver. Le vent vous dit quand pêcher, mais il vous trompe sur le haut. Et cette simple prise de conscience peut radicalement changer vos résultats. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette analyse vous a plu et qu'elle vous aidera lors de vos prochaines sorties. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains décryptages de mythes de la pêche. Maintenant, j'ai une question pour vous. La prochaine fois que le vent tournera au sud, irez-vous rejoindre la foule sur la berge exposée ou tenterez-vous le coup de poker sur la rive morte et abritée? Racontez-moi votre plan d'attaque dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.